RCF. Bonjour et bienvenue sur Pensée Juive, une émission animée par les enseignants de l'Institut Rachi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019 et pour cette première émission de l'année, je vous ai concocté quelques surprises que vous découvrirez en cours d'émission. Tout d'abord, j'ai le très grand plaisir de recevoir Gérard Rabinovitch et Philippe Mallard. Gérard Rabinovitch est philosophe et sociologue, chercheur associé au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société de l'Université Paris 7 Denis Diderot, directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas et vice-président de l'Institut Rachi. Gérard Rabinovitch, vous avez écrit entre autres « Terrorisme, résistance, d'une confusion lexicale à l'époque des sociétés de masse » aux éditions Le Bord de l'eau et en 2016 « Somnambule et Terminator sur une crise civilisationnelle contemporaine » également aux éditions Le Bord de l'eau en 2016, et puis très récemment aux éditions Canopée, vous avez publié Leçons de la Shoah, donc c'était il y a un an. Gérard Rabinovitch, bonjour. Bonjour. Philippe Mallard, vous êtes accordéoniste et un accordéoniste éclectique, je trouve d'une très grande richesse, oscillant entre jazz, musique du monde, chanson et théâtre. En jazz, on a pu vous écouter avec Claude Barthélémy dans Arabisance, Pierre Jacquet, Doudou Cuillère et bien d'autres. Au cours de votre carrière, vous avez été aussi amené à travailler avec une pluralité d'artistes, tels que Mano Solo, et vous avez prêté votre talent à la création de comédies musicales. Et je me permets, vous venez de sortir un disque il y a un an avec le groupe Chaloupé, et ce disque s'appelle Musetto Créole, donc un mélange de swing, de jazz et de musique créole. Philippe Mallard, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux puisque l'idée de l'émission sera aussi de voir le lien qui peut exister entre ce qu'on appelle de l'humour, c'est quoi l'humour, humour et musique. Et pour cela, d'ailleurs, vous avez animé il y a quelques semaines à l'Institut Rachi, vous avez animé une soirée sur le thème de l'humour juif. Alors, rire et musique, est-ce compatible ? Les gens avaient l'air contents, il me semble. Donc oui, sûrement. Philippe. La musique, elle amène de la joie, mais elle peut aussi amener une forme de mélancolie, à travers des valses mineures notamment, mais qui n'empêchent pas d'avoir une vie joyeuse quand même. Mais est-ce que l'humour a uniquement affaire à de la joie, justement ? L'humour, ça a affaire ça a affaire de la joie au sens spinoziste. C'est-à-dire, l'humour, c'est le rire qui est à l'opposé des passions tristes, à l'opposé du sarcasme, à l'opposé de la raillerie. C'est ça la définition de l'humour. D'ailleurs, nous subissons aujourd'hui une dégradation du vocabulaire et du lexique qui fait qu'on appelle humour tout et n'importe quoi, alors qu'il a fallu des siècles pour que la notion d'humour apparaisse, se définisse et se singularise par rapport à toutes les autres formes de rire. C'est ce qu'on a essayé de montrer l'autre soir que vous évoquez. Mais oui, l'humour, L'humour, c'est à la fois une réflexion, une sagesse. C'est presque, mon point de vue, c'est que c'est la forme populaire de la philosophie politique. Carrément. Oui, carrément. Il y a quelque chose de consonant entre les questions de la philosophie politique. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une bonne société? Qu'est-ce qu'un bon agir en commun? Et puis la façon, dans le sens littéral et authentique du mot humour, de se positionner dans le monde. On n'est pas ricanant sur le dos des autres, on est dans l'autodérision, ou alors on est dans la dérision du ridicule partagé, mais en partage avec son auditoire. Donc, on n'est pas dans les ridiculasses de la tradition classique des antiquités pré-chrétiennes, où le rire, c'était d'abord un moyen rhétorique aussi pour blesser et dévaluer la personne qui était l'objet de la raillerie. L'humour, c'est autre chose. L'humour, c'est un rire qui est passé, je dirais, au crible de la civilisation monothéiste, en tant que monothéisme éthique. Donc, les Juifs la pratiquaient, mais sans le mot, dès le XIIe siècle. Et ce sont en fait des philosophes chrétiens
rattachés d'ailleurs aux Lumières à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui ont, eux, construit, en Angleterre, la notion et la définition du mot humour. Mais il y a bien un humour générique qui englobe les deux. Dès le XIIe siècle, les Juifs faisaient une espèce d'autodérision sur les textes bibliques, ils faisaient une autodérision sur la vie ordinaire des individus, sur toutes les contingences de l'existence, dans une forme de distanciation par rapport justement à ces contingences. Et ce qui distingue l'humour des autres rires, comme je viens de le dire, c'est que au lieu que les malheurs de l'existence soient l'objet d'un ressentiment, d'une agressivité ou d'une haine, eh bien c'est plutôt l'objet d'une espèce d'autodérision. Philippe a parlé de mélancolie, eh bien c'est pas de la mélancolie, mais c'est une acceptation du sort sans en être non plus affligé. Alors sur ce point, vous avez d'ailleurs écrit deux livres qui non seulement en fait donnent un éclairage sur ce que peut être l'humour juif, mais en même temps, ce que j'ai trouvé assez original, c'est de mettre en perspective humour juif et humour anglais. Donc je pense à vos deux livres, c'est-à-dire le premier, Comment ça va mal, l'humour juif, un art de l'esprit, et le second, qui serait le second tome d'ailleurs, et vous trouvez ça drôle, Variations sur le propre de l'homme. Quand on parle d'humour juif, est-ce que on en parle au même titre que de l'humour anglais, d'ailleurs que vous comparez, ou par exemple du mot d'esprit français? Quand on parle d'humour en général, Emmanuel Berle, que un certain nombre d'auditeurs, je pense, se connaissent bien, Emmanuel Berle disait que l'humour était une particularité, était un rire particulier, principalement aux Juifs et aux Anglais, disait-il. Et il avait d'ailleurs une association d'idées sans la développer. Il disait c'est parce que c'était les deux peuples les plus familiers de la lecture de l'Ancien Testament. Il disait comme ça. Il n'a pas développé. Ce qu'il y avait de bien vu comme intuition chez lui, c'est que si on lit le texte biblique, c'est un texte qui raconte la révélation, etc., mais c'est aussi un texte qui fait une espèce d'ethnographie et d'anthropologie réaliste. C'est-à-dire que la grande variabilité des passions humaines et des impasses dans lesquelles se met l'existence des hommes, etc., sont consignées dans le texte biblique. Et de ce point de vue-là, l'humour authentique, c'est un humour qui ne parle que de ça. C'est-à-dire des impasses dans lesquelles chacun d'entre nous est pris, des difficultés, des contingences, que ça soit la mort, que ça soit les femmes, ou les hommes pour les femmes, que ça soit, c'est-à-dire la conjugalité, en gros, que ça soit les enfants, que ça soit les oppressions, que ça soit comment gagner sa vie. C'est ça qui fait l'objet. Et à chaque fois, c'est une façon de surmonter les difficultés ou les désarrois ou de ces contingences-là, dans une espèce de rire. Freud disait que l'humoriste, c'était l'adulte qui riait de l'enfant en lui. C'est sur cette belle phrase que nous allons écouter Philippe Mallard. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole pour présenter le morceau que vous allez nous jouer. Donc c'est un morceau de musique klezmer, mais je pense que Gérard peut le définir beaucoup plus facilement que moi. C'est un morceau qui s'appelle Happy Nigun. Oui, alors le nigun, c'est une mélodie créée dans la tradition chassidique qui a une un peu comme chez les soufistes, un peu une ambition de mettre en état de disponibilité spirituelle. Et happy, c'est Happy New Year, Happy Christmas. Donc Happy Nigun. D'accord.
Et vous êtes sur Pensée juive, une émission de RCF, en écoutant Philippe Mallard à l'accordéon. Gérard Rabinovitch, nous venons d'évoquer dans une première partie d'émission le lien qui peut exister entre, qu'est-ce que c'est que l'humour, le lien entre humour juif, humour anglais. Moi, je serais peut-être un peu tentée de vous poser une question qui peut paraître un peu générale, un peu énorme, mais en même temps, un peu peut-être enfantine, c'est-à-dire, est-ce que, quand on parle d'humour, est-ce qu'on peut voir un lien entre humour et sagesse ? Oui. Non, je plaisante. Oui. L'humour, toujours dans son sens littéral, explicité. D'ailleurs, je vais vous l'expliciter. Finalement, celui qui va donner la définition de l'humour, c'est un philosophe chrétien des Lumières écossaises, le comte de Shaftesbury, et il va dire que si on associe le trait d'esprit, qui peut être tranchant, vif, parfois très violent, avec un rire jovial, bienveillant, c'est-à-dire que si on les associe ensemble, alors, dit-il, nous avons la meilleure arme contre le fanatisme. Oui. Et pourquoi ? Parce que ça donne de la liberté intérieure. Donc, l'humour, au sens strict, c'est une des figures de l'esprit, une figure de civilisation, de psychisme et d'éthique. C'est une figure civilisationnelle dans le rire qui donne de l'autonomie, de la liberté et qui s'oppose à tous les rires de haine et à toutes les massifications mortifères. Et sur cette question de la liberté de l'humour, dans et par l'humour, il y a aussi le witz qui est quand même une des formes d'humour, je trouve, peut-être les plus élevées. Peut-être pas les plus élaborées, mais en tout cas les plus élevées, c'est-à-dire le witz comme trait d'esprit. Ce que vous disiez autour de la vie psychique, ça me faisait penser à ce que Freud disait du witz. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, le witz, c'est la formulation en allemand du wit anglais, qui est elle-même l'installation dans la langue anglo-saxonne de quelque chose qui avait été identifié antérieurement, en particulier par Balthazar Gracian, qui était un grand jésuite et un grand esprit de l'Espagne, sous le nom de l'Ingenio. Et en fait, c'est une forme de sagesse et dans le langage qui a une figure de rhétorique extrêmement particulière. Dans un premier temps, ça sidère. Il y a un effet de sidération, c'est-à-dire que par exemple, dans une histoire juive, on vous met en scène des personnages, on les pose, etc. Et puis d'un seul coup, la chute, elle vient complètement bouger le paradigme. C'est un autre champ narratif qui d'un seul coup s'installe. Donc il y a un effet de sidération. Et dans cet effet de sidération, immédiatement, il y a un effet de vérité, donc un effet d'illumination qui se produit. Et c'est là que se déclenche le rire. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque chose qu'on a en soi, et qu'on partage du coup, parce que l'usage social, je dirais, de l'humour, c'est d'en produire, par exemple, des histoires, de les dire, de les raconter de façon opportune, quant à faire, selon une situation, et que l'interlocuteur rit avec vous et on rit ensemble de la chose. Et c'est comme si, ensemble, on était dans une espèce de partage de la chose dont on vient de parler, et de l'attendu et des sous-entendus de ce qui vient d'être dit. Donc c'est un rire d'humanité, en fait. C'est un rire d'échange et c'est un rire d'humanité. Et ce rire-là qui ne vise pas à abaisser autrui ni à s'abaisser soi-même, mais au contraire à s'élever ensemble, toujours en riant, hein, eh bien, c'est une œuvre de philosophie, et vous me posiez la question de la sagesse tout à l'heure, c'est une œuvre de philosophie et de sagesse qui fait passer l'être humain devant les contingences d'une situation de détresse, on pourrait dire, hein, vers un sentiment d'humanité. On passe du sentiment de détresse au sentiment d'humanité. Donc, le rire d'humour participe du travail de la civilisation. Je parle bien du rire d'humour. Je ne parle pas de ce dont les médias aujourd'hui appellent sous le nom d'humour, qui a absolument dégradé tout l'ensemble des distinctions. Parce que on ne peut pas dire que le rire
auquel nous amène un Raymond DeVos ou un Dieudonné, c'est le même quand même. Donc, or, les médias ont tendance à dire que les deux, c'est des humoristes. Ben non. Raymond DeVos, sûrement. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de rire d'humour ? J'adore les blagues. Alors voilà une situation de détresse. Ça a commencé dès l'origine du monde. C'est au Gan Eden, au paradis, Ève qui demande à Adam, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Adam répond, « Est-ce que j'ai le choix ?» Sans transition, nous allons écouter Philippe Mallard pour un deuxième morceau que vous allez peut-être présenter. J'ai choisi de vous interpréter un thème, une valse swing de Gus Viseur, qui a été un accordéoniste très marquant, puisqu'il a été un des premiers à faire du jazz en rencontrant les manouches dans la région de Paris. Et donc c'est un thème qui s'appelle Flambée Montalbanaise. Vous êtes bien sur Pensée juive et nous venons d'écouter Philippe Mallard à l'accordéon. Sur la question de l'humour juif, peut-être de l'humour en général, mais plus particulièrement de l'humour juif, c'est vrai qu'une des prescriptions majeures, et peut-être la plus grande prescription du judaïsme, c'est préserver la vie. En quoi est-ce que on pourrait dire que l'humour juif aurait quelque chose, évidemment lié à la vie, c'est évident, mais en quoi est-ce qu'il serait du côté de la vie ? En quoi il promouverait la vie ? À partir du moment où c'est un rire qui mobilise dans la distance vis-à-vis des contingences de la vie et qui ne mobilise pas la haine, mais au contraire l'autodérision, c'est-à-dire l'introspection sur soi, je pense qu'on est du côté de la vie quand même. Mais oui, tout à fait. Les sages du Talmud, je pensais à une chose, les sages du Talmud, je ne me rappelle plus dans quel traité, mais ils disent que on reconnaît l'homme à son rire. De quel indice de santé l'humour serait-il ? Non, alors, justement, voilà, on est devant la difficulté dont vous témoignez là, parce qu'on est tous pris là-dedans, on est piégés là-dedans. C'est-à-dire que le rire, c'est une appellation générique. L'humour, c'est une des facettes de la possibilité des rires, qui se distingue du sarcasme, de la raillerie, du persiflage, de la comédie, etc., etc. Donc, quand dans les sages du Talmud disent « on reconnaît l'homme à son rire »,
d'une certaine façon, on peut dire qu'ils font référence aussi à ce que Aristote disait. C'est-à-dire que l'homme était un animal parlant, il était un animal politique et un animal capable de rire. Ce qu'on retrouve chez Rabelais lorsqu'il dit que le rire est le propre de l'homme. Mais d'un autre côté, ce que veut dire aussi le sage du Talmud, qu'on reconnaît l'homme à son rire, c'est qu'on sait si l'homme est bon, ou s'il est méchant, ou s'il est cruel, à la façon dont il rit des choses. Donc, on reconnaît de quel homme il s'agit à la façon dont il rit de ce qui advient à lui ou de ce qui advient aux autres. Est-ce que pour terminer cette émission, vous pourriez nous donner un autre exemple d'humour ? C'est un exemple du bon juif dans les conditions de l'oppression. C'est en Union soviétique, sous le communisme. Ivanov, le secrétaire du parti du quartier, croise dans la rue Moshe et d'un ton assez sévère et menaçant, il lui dit « Dis-moi, Moshe, on t'a pas vu à la dernière réunion du parti ?» C'est à quoi Moshe lui répond « Oh, Ivanov, si j'avais su que c'était la dernière, je serais venu. » Et c'est sur cet humour et cette blague que nous allons terminer cette émission. Merci vraiment beaucoup Gérard Rabinovitch et Philippe Mallard. Merci. Et Merci. Avant de terminer cette émission, quotidiennement à chaque fois, voici les événements du mois de janvier à l'Institut Rachi. Donc tout d'abord, la 3e séance du séminaire d'actualité de la psychanalyse à 3, dont le thème cette année est « Parlez-moi d'amour », le lundi 7 janvier à 20h30. Béatrice Braun-Guédel et Brigitte Martinez-Tartois parleront de la passion amoureuse. Le mercredi 16 janvier à 20h, nous avons notre première séance du séminaire « Les dynamiques de la haine » qui sera animée par Gérard Rabinovitch. L'après-midi du 23 janvier 2019, donc un mercredi, le mercredi 23 janvier de 13h à 17h, nous aurons notre première séance du séminaire « L'influence de la religion néoplatonicienne dans les monothéismes », donc un séminaire qui est co-organisé en partenariat avec le laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Le thème de cette séance sera la conception de Dieu et la théologie apophatique. Y interviendront Michael Chase, Christina Tchoukou, Constantin Macris et Éric Mongin. Le cours Judaïsme et Islam Confluence, avec pour thème cette année « Que signifie être radical ?», commencera par une conférence exceptionnelle le jeudi 31 janvier à 20h, animée par Bernard Rougier. Donc Bernard Rougier est directeur du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, et il est également spécialiste du Moyen-Orient arabe, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Donc cette conférence autour de Que signifie être radical sera libre et gratuite, bien sûr dans la limite des places disponibles. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site web www.institut-rachi-3.fr. Vous pouvez également nous appeler au 03 10 95 30 07 ou venir nous voir au 2 rue Bruneval. À bientôt, portez-vous bien.